Bonjour et merci de rester sur Vox pour suivre le Talk, votre matin d'information. Dans le cadre de l'année 2024 dédiée à la jeunesse, nous consacrons une série de plateaux où nous accordons la parole aux différentes couches socio-professionnelles pour connaître leurs attentes concernant cette année. Et pour ce numéro, nous recevons les politiques pour parler de leurs attentes sur cette année consacrée à la jeunesse. Et comme annoncé au début de l'émission, Kevin Akene Peya, président national de jeunesse de la chaîne, nous a rejoint sur ce plateau, et Médard Kamongo, président national de la jeunesse du développement du Parti développement communautaire. Voilà, merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Avant de parler des attentes de la jeunesse en politique, nous allons d'abord parler de cette actualité. La CEDEAO a levé les sanctions économiques et commerciales contre le Niger, le Burkina Faso et la Guinée. Les sanctions infligées après la série des coups d'État qui ont eu lieu entre 2022 et 2023 lors du sommet extraordinaire des chefs d'État de cette organisation qui a eu lieu le 24 février dernier à Abuja au Nigeria. Suivez ce reportage réalisé par nos confrères de TV5 Monde. Cette fois, les chefs d'État s'étaient déplacés en personne à Abuja pour ce sommet extraordinaire de la CEDEAO. Parmi eux, Patrice Talon, président du Bénin, Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire ou Macky Sall du Sénégal sont arrivés dès le matin ce samedi. Ils ont pu ainsi s'accorder au moins sur la levée de sanctions contre le Niger. En ouverture, le président du Nigeria et président en exercice de la CEDEAO appelait à des décisions importantes. Les circonstances actuelles dans notre sous-région exigent que nous prenions des décisions difficiles mais courageuses qui placent le sort de nos populations au centre de nos discussions. Nous devons revoir notre approche quant au retour de l'ordre constitutionnel chez 4 de nos pays membres. Finalement, en fin de journée, c'est le président de la commission de la CEDEAO qui est venu préciser les mesures adoptées pour le Niger. L'autorité a décidé de lever, avec effet immédiat, les sanctions suivantes imposées à la République du Niger. En premier, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Niger et les pays de la CEDEAO va cesser. Parmi les autres décisions, les transactions financières seront de nouveau autorisées et les avoirs nigériens dégelés. Au nom de la CEDEAO, Omar Alieu Touré a aussi lancé un appel aux 3 pays sécessionnistes, à savoir Mali, Niger et Burkina Faso, pour qu'ils reconsidèrent leurs décisions. Le 28 janvier dernier, simultanément, ces 3 pays du Sahel avaient annoncé leur retrait unilatéral de la CEDEAO, ce qui a plongé l'organisation sous-régionale dans la crise. Voilà, nous avons suivi ce reportage Médard Kamongo. La CEDEAO décide aujourd'hui, après près d'une année des sanctions, de lever les sanctions qui ont affecté l'économie du Nigeria, les pays qui ont réalisé les coups d'État pour protester contre ces coups d'État. Votre assentiment lorsque vous voyez cette levée des sanctions? Très bien, merci Madame Saad de m'avoir invité d'abord en premier lieu. Alors, en préambule, je dirais que, voyez-vous, que l'Afrique de l'Ouest est la contiguïté à l'Afrique centrale, voyez-vous. Et en ce sens-là, il n'y a pas une Afrique centrale et il n'y a pas non plus une Afrique de l'Ouest. Nous sommes tous un continent et ce continent est bel et bien représenté par cette institution qui est la CEDEAO. Et à ce moment-là, je pense bien que dans l'intérêt, dans la volonté de pouvoir sauvegarder les intérêts de l'Afrique, en général, il était important parfois de prendre des décisions aussi courageuses comme celle qu'on vient de voir tout à l'heure. Parce que ici, vous verrez beaucoup, on parle souvent du Niger. Mais pourquoi on parle du Niger? Il y a aussi le Burkina Faso, le Mali. Mais pourquoi on parle beaucoup du Côte d'Ivoire, du Niger? Pourquoi? Parce que le Niger en lui seul, il détient une position très stratégique au niveau mondial par rapport à cette matière d'uranium, voyez-vous. Déjà, les intérêts aujourd'hui qu'il y a eu la montée de la junte militaire aux affaires, les militaires sont là, on sait ce qu'ils peuvent faire avec cette ressource, bien sûr. On peut la livrer à n'importe qui.
vous savez bien ce qu'on peut fabriquer avec l'uranium, ce qu'on peut utiliser, voyez-vous. Alors, il est important parfois de sauvegarder ses intérêts. Là, vous voyez pourquoi la France s'est attenue de cette affaire. Il s'est pesé de tout son poids, le président Macron, jusqu'à ce qu'il y ait cette volonté-là, qui est une décision assez très regrettable, mais pour certains, mais je pense que c'est qui était très nécessaire pour sauvegarder l'intérêt de façon générale. Pour, les populations tout à fait, qui ont subi de plein fouet bien sûr. Les sanctions oui, c'était commerciales. Oui, je pensais bien qu'il était nécessaire qu'on arrive à ce niveau-là. Voilà. Une bonne nouvelle pour je me tourne vers vous, c'est Kevin. On prononce en anglais, pas en français, pas Kevin. Voilà, Kevin Akene Peya. La levée des sanctions, une bonne nouvelle pour surtout la population, parce qu'au niveau de ces 3 États, je vais vous relancer plus tard par cette question, les 3 États qui ont décidé de sortir carrément de cette organisation sous-régionale. D'abord, votre réaction par rapport à la levée des sanctions. Merci Madame pour votre invitation, pour une première fois que je sois à votre plateau et je dois vous remercier pour cela. Alors, en ce qui concerne les sanctions ou la levée des sanctions de la CEDEAO vis-à-vis des 3 pays, à savoir le Niger, Burkina Faso et le Mali, je dirais que la levée de ces sanctions est très capitale parce que aujourd'hui, il faut le noter, le retenir, que le Niger fait partie des pays socles de l'économie de la CEDEAO. Donc, on peut dire que le Niger, c'est le poumon même économique de la CEDEAO. Donc, continuer à garder le Niger sous ces sanctions, ce serait un manque à gagner pour la CEDEAO et même pour l'Afrique en général, parce que l'uranium qui se trouve au Niger est sollicité presque partout, et même au niveau de l'Europe, plus précisément en France. Vous voyez, et la France aussi, on peut dire, tel que venait de dire mon frère Kabamongo, que la France s'est intéressée en regardant aussi les intérêts de ce pays. Donc on peut dire que la France a regardé au fond qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui ne va pas, alors il faut... Mais là, c'est vrai que vous évoquez la France, mais là, c'est la CEDEAO, l'organisation sous-régionale, qui décide de lever ses sanctions économiques parce que c'est à lui. C'est vrai que le Niger a crié, il y avait une mainmise, il y avait une manipulation derrière, mais c'est la CEDEAO qui était en tête. Oui, on sait très bien que c'est la CEDEAO qui a levé les sanctions. Mais quand on regarde au fond des choses, c'est la France qui pousse la CEDEAO, parce qu'en regardant les intérêts de la France qui sont menacés. Très bien. Oui. Justement. C'est quand les intérêts sont menacés, la France fait quoi? La France ne pouvait pas agir directement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par l'organe qui gère les États de l'Afrique de l'Ouest, qui est la CEDEAO. Justement. Mais décision, c'est vrai, économique, ça tombe à point nommé, surtout pour la population du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Mais le 28 janvier dernier, ces pays ont décidé à l'unanimité, ces 3 pays précités, de quitter l'organisation sous-régionale. Mais moi, je pense que dans tout ça, il faut quand même retenir une chose, que le Niger est une ancienne colonie française. Voyez-vous? Aujourd'hui, le terme représentatif du Niger au sens général du continent, c'est la CEDEAO. Si aujourd'hui, la France, par l'entremise de la CEDEAO, peut faire passer son intérêt indirectement au Niger, on va le comprendre. Mais simplement, on va simplement dire que ici, d'une manière ou d'une autre, vous allez remarquer qu'il y avait une force extérieure qui s'est imposée pour que ces décisions soient prises. Quand vous suivez même le président de la CEDEAO, hein, en exercice bien sûr, il dit ce sont des décisions difficiles, mais qu'il fallait quand même prendre ça de manière courageuse. Donc pour certains, ça choque, ça heurte quand même. Voir que un grand allié comme ça d'une institution comme la CEDEAO, voilà, se retirer, qui décide de retirer, c'était quand même un signalement. C'était quand même un signalement. Mais qu'est-ce que nous voulons pas dans cette Afrique? C'est que dans 2 matins, que l'Afrique bascule. Hein? Alors, fort de cette expérience, là, moi je ne parlerai pas au nom de CEDEAO, mais c'est une observation peut-être. Mais tu vois, c'est une politique préventive pour ne pas justement emmener l'Afrique à des dérives
que nous allons peut-être regretter dans les jours à venir. Je pense que c'était très nécessaire cette décision. La France, moi, j'ai vu comment est-ce que le président Macron s'en est senti très préoccupé. Est-ce que la levée de ces sanctions part de la pression quand même aujourd'hui? Ces deux pays sont à porte de sortie de la CEDEAO, ces trois pays, pardon. Oui. Mais, vas-y. Et je dirais que quelque part, il faut noter, dans madame... Dans le reportage, on l'a dit, le président en exercice, le président nigérien a dit à ces trois pays de reconsidérer même leur décision de ne pas quitter l'organisation sous-régionale. Ça veut dire que le président demande à ce que ces pays puissent réfléchir suite à leur décision. Qu'ils essaient de revoir. Est-ce que la décision, de quitter la CEDEAO est bénéfique? Et quelque part, quand ces pays la quittent, bien qu'ils ont les raisons, voyez, mais aux yeux des profanes, ces raisons peuvent être traitées d'inutiles. Aux yeux de ceux qui connaissent, ils savent pourquoi. Parce que aujourd'hui, si la CEDEAO a compris aussi qu'il fallait lever ces sanctions, parce que la CEDEAO sont ces trois pays. Tout à fait. C'est là où je venais, madame, en disant que la CEDEAO a compris que pour que l'organisation fonctionne normalement, il fallait que ces pays-là reviennent parce que chaque pays occupe une place de choix dans le fonctionnement de la CEDEAO. Moi, j'ai dit tout à l'heure, madame, j'ai dit, il n'y a pas une Afrique centrale, il n'y a pas une Afrique de l'Ouest. C'est l'Afrique en général étant un continent qui est représenté par cette institution. Oui. Donc aujourd'hui, dans l'esprit de préserver les intérêts d'intégrité, de la paix au niveau de sous-région de l'Afrique en général, il était important parfois de passer un message qui peut-être n'est pas venu droit de la France, mais ça peut être un clin d'œil pour certains autres pays et États africains, parce que on se dit pas que on se réjouit pas quand on vient aux affaires par un coup d'État. Nous savons tous ce qu'il en découle. Alors, si hier peut-être les civils qui étaient là n'ont pas pu peut-être gérer, mais quand les militaires arrivent, je ne veux pas peut-être faire un procès d'intention sur ces personnes. J'ai beaucoup de respect aux militaires, voyez-vous. Mais ils ont peut-être peur que cette transition soit mal récupérée. Être mal récupérée, à mon sens, c'est qu'aujourd'hui, le Niger est capable de dire que moi, je vais vendre mon uranium à l'autre là. C'est quoi, Xi Jinping, là? Non. Oui, en Chine. En Chine, au Corée. Vous voyez, tout ça, mais si c'est récupéré dans un autre sens comme ça, nous savons tous ce que l'on peut fabriquer avec l'uranium, la bombe atomique, etc., tout ça. Voyez-vous? Donc, il faut préserver tout ça dans l'intérêt général du monde en général. Il était important que la CEDEAO puisse prendre cette décision. Donc, moi, je pense que je salue cette initiative qui est d'ailleurs très salvatrice, parce que c'est très courageuse d'ailleurs. Donc, je peux que encourager la CEDEAO en ce sens-là. Voilà. Merci. Ah, oui. Merci à vous deux pour vos interventions sur ce sujet. Quittons le Niger pour parler à présent du Congo. L'année 2024 consacrée à la jeunesse. Quelles sont les attentes des jeunes sur la gouvernance politique? Je vous l'ai dit au début du plateau que nous consacrons une série de plateaux concernant cette année dédiée à la jeunesse. Nous avons fait deux précédents plateaux et aujourd'hui nous recevons deux politiques qui s'occupent des organisations juvéniles au sein de leur formation politique pour parler de vos attentes concernant la gouvernance politique. Mais pour ce sujet, je vais commencer par vous, Kevin Akene-Peya. On décrète l'année de la jeunesse le 31 décembre. On l'a dit, on ne cessera pas de le dire, le 31 décembre, pour regarder de plus près les questions liées à la jeunesse, formation, emploi, et redonner aussi l'espoir à cette jeunesse. Mais vous, en tant que politique, d'abord votre réaction, quelle est votre appréciation quand on dédie toute une année avant de vous relancer par la seconde question? Merci madame pour la question. J'aimerais premièrement dire que dédier toute une année à la jeunesse, c'est une initiative qui est très très louable. J'aimerais d'abord remercier plutôt le président de la République pour cela. Mais en réalité, je dirais dans le sens où, quand on dédie une année à la jeunesse, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose à cette jeunesse? C'est ça en réalité. Oui, on dédie toute une année à la jeunesse, mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on propose à cette jeunesse?
Voyez? Mais selon vous, c'est vrai que le plateau est consacré les attentes en politique. Vous dites qu'est-ce qu'on propose à la jeunesse. Et vous, qu'est-ce que vous voulez qu'on propose à cette jeunesse au niveau politique? Au niveau politique, je dirais que quand on dédie toute une année à la jeunesse, certainement, le président de la République doit avoir un plan de la jeunesse. Aujourd'hui, nous assistons, par exemple, au manque d'emploi au niveau de la jeunesse. Quel genre de jeunes vont bénéficier? Quelle jeunesse va bénéficier de ces 10 000 emplois? Oui, mais ça a été décrété. Mais est-ce qu'il y a un plan d'accompagnement? Accompagner ces jeunes à obtenir ces 10 000 emplois. Oui. Mais aujourd'hui, nous avons, madame, beaucoup de jeunes qui ont étudié. Par exemple, dans les écoles professionnelles, on prend les cas de l'ENS, ENI, EPMC et autres. Mais ils ont fini il y a longtemps. 7 ans, 8 ans, 10 ans qui traînent. Mais pourquoi pas l'insérer rapidement à la fonction publique? Vous voyez? Donc, ce que j'aurais souhaité, que quand le président a proposé cela, le président devait avoir un cercle de réflexion. Je sais qu'il a des conseillers, il a un gouvernement, mais ce gouvernement devait intéresser les jeunes. Vous voyez, la jeunesse devait être intéressée. Le ministère de la jeunesse qui a proposé en plan d'action. Oui, mais proposé pour cette jeunesse-là. Oui. Oui. Mais on n'en disconvient pas. On a proposé, mais est-ce qu'on a réalisé? Troisième mois, nous sommes au troisième mois. Madame, oui, on est en train de suivre l'année de la jeunesse. Pour booster les choses telles qu'au Congo, on n'a pas besoin de nombre d'années. En un mois, si les gens sont capables sont vraiment décidés, ils peuvent le faire. C'est plutôt une question de manque de volonté. On peut dire que c'est le manque de volonté de réaliser cela. Parce que le président a décrété, mais le gouvernement doit accompagner. Mais si le gouvernement ne veut pas accompagner, c'est un peu trop tôt non, de dire que le gouvernement ne veut pas accompagner, parce que lors du bilan, c'est vrai qu'on est en train de suivre l'évolution de cette année, mais le 31 décembre 2024, c'est là qu'on fera le bilan de cette année. Qu'est-ce qui a été réalisé? Madame, 31 décembre, on va faire le bilan, ok? Mais en réalité, on peut faire le bilan aussi bimestre. Oui, oui. Voyez? Donc, ça fait 2 mois qu'on a, 2 mois, on peut dire, nous sommes dans les 3 mois. 3 mois qu'on a décrété. Et qu'est-ce qui est fait en 3 mois? Qu'est-ce qui n'est pas encore fait? En réalité, c'est là qu'il fallait faire. Merci. Médard Kamango, d'abord l'appréciation des Kamongo. Ah, oui. J'ai l'habitude de prononcer souvent Kamango. Donc, Kamongo. Oui. Alors, Kamongo. D'abord, votre appréciation dédie, vous, en tant que les organisations juvéniles, et vous êtes un parti de la majorité présidentielle, vous réclamez la gouvernance intergénérationnelle, et aujourd'hui, toute une année est dédiée à la jeunesse. Votre appréciation. Très bien, madame. D'abord, je commencerai par vous répondre au préambule qu'il faut, avant de répondre à la question de la jeunesse, il faut commencer d'abord par la catégoriser, cette jeunesse. Il y a 3 types de jeunes. Il y a une jeunesse instruite qui se retrouve sur le marché de l'emploi et qui est incapable de s'imposer sur le marché de l'emploi. Il y a une jeunesse qui a fait les études moyennes, c'est 6e, 3e, mais qui s'est retrouvée vite père de famille, c'est-à-dire mère célibataire comme on entend, qui elle aussi se retrouve sur le marché de l'emploi. Elle est incapable de se poser sur ce marché de l'emploi-là. Et il y a une jeunesse qui n'a totalement pas instruit, qui elle aussi veut être représentée, qui essaie de se briller comme dans les pratiques que l'on connaît, le vandalisme, etc. Alors, toutes ceci, ce sont des questions graves qu'il faut aborder avec beaucoup de tact. Alors, qu'est-ce que la jeunesse attend du gouvernement? Mais voyez-vous, la jeunesse politique. Politique attend du gouvernement, c'est que le gouvernement puisse changer de regard. Comment regarder les problèmes de la jeunesse? Il faut pas seulement prendre le problème de la jeunesse comme les problèmes liés à l'employabilité, du chômage. C'est tellement fréquent. Quand le chef de l'État, son excellence le président Denis Sassou Nguesso, décrète année de la jeunesse, il y a eu trop de panique à bord. Les gens se disent, il y aura de l'emploi, il y aura 100 000 emplois. Mais c'est pas seulement ça Quoi d'autre encore? Mais il y a aussi, la jeunesse commence d'abord par arrimer ses aspirations avec les attentes de la République.
on commence par apprendre, c'est-à-dire une prise de conscience collective d'abord très nécessaire. La jeunesse doit être participative. La prise de conscience, oui. le civisme, c'est ce que vous devez faire, vous, en tant que jeunesse politique, au sein de vos formations politiques. Je suis transversal dans mon langage, permettez, vous allez comprendre qu'au bout d'un moment aussi, j'aurais simplement dit que ce que la jeunesse attend du gouvernement, c'est que le discours politique doit cesser d'être discuté dans les salons meublés, feutrés du centre-ville pour être collé à la réalité de la jeunesse. C'est-à-dire que aujourd'hui, le gouvernement doit mettre en place des mécanismes nécessaires pour qu'ils soient plus proches de la jeunesse, pour qu'ils comprennent les vraies attentes de la jeunesse. Vous dites que, je vous prends au mot, oui. Que le gouvernement doit mettre les mécanismes pour qu'ils soient proches de la jeunesse. Et vous pensez, pendant tout ce temps que le président a mis au pouvoir, on parle au-delà de 30 ans, et ce gouvernement, au-delà de 2 ans, n'était pas proche des aspirations de cette jeunesse. Très bien, mais si cela en était le cas, on aurait pu décréter depuis l'année 2022, 2023. Mais pourquoi la décrète aujourd'hui? Si peut-être il y a eu les efforts qui ont été déployés en ce sens-là, on va peut-être se reconnaître. Il y a eu peut-être les échecs. On doit tous s'assumer. C'est là où je parle ici. Ils doivent assumer ou vous devez assumer? Parce que vous ne gérez Mais nous prenons une part de responsabilité, nous aussi, la jeunesse, parce qu'on a été brillés par... Moi, je suis ici... j'essaie d'être à la fois, je ne peux pas être déconnecté de la jeunesse pour être connecté au gouvernement et être à la fois connecté au gouvernement pour être déconnecté de la jeunesse. J'essaie de passer mon message aussi rapide, de manière transversale. C'est que quoi? Seule la prise de conscience ou l'élévation de la conscience de la jeunesse congolaise va l'emmener à être traité à sa juste valeur, à son juste titre, pour être enfin situé, conditionné dans le développement que tous nous attendons. Donc, ce que je disais que si le gouvernement a fait les efforts en ce sens-là pour être plus proche de la jeunesse, mais il a été peut-être aussi timide. Si vous utilisez l'expression proche, donc ça veut dire que ce gouvernement pendant tant d'années a été toujours loin de cette jeunesse. Ben, il était proche. Dans ses actions. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que d'un côté aussi une jeunesse qui n'est pas responsable. Voyez-vous, la jeunesse a toujours été représentée. Mais elle mérite aussi d'être mieux représentée. Parce qu'elle était là, elle a toujours pataugé. Oui. Elle a pataugé jusqu'ici. On est en train de réfléchir dans quelle manière mettre en place des nouveaux paradigmes qui va permettre à ce que la jeunesse soit mieux représentée et puis soit mieux située. Mais je ne veux pas qu'on puisse cristalliser cette question de la jeunesse. Elle a toujours été là. Nous n'avons jamais connu 1960. Nous n'avons pas connu 1958. Mais pourquoi je parle de la jeunesse? C'est parce que nous sommes au centre de toutes les préoccupations de la République parce que nous devons participer à l'effort de la construction de cette société que nous allons vivre demain. Et nous sommes des constructeurs du pont et nous construisons l'avenir. Les jeunes ont toujours été mis de côté dans la gouvernance? Lesquels ont été mis? Les jeunes ont été mis dans la gouvernance? Tenez voir ce que je dis pour que nous évoluions. Excusez-moi, madame, mais je pense que mon frère devait le reconnaître que la jeunesse a été mise de côté. Pourquoi je le dis? Parce que vous constatez qu'aujourd'hui, même dans la gestionabilité de la chose publique, donc qui est le pays, vous allez constater que la jeunesse congolaise elle-même n'est pas au socle des questions de la jeunesse, parce que la jeunesse congolaise n'est pas intéressée. Vous voyez, les questions de la jeunesse se traitent avec les jeunes et non un groupe qui se retrouve dans les bureaux ou bien dans les salles ou bien dans un plateau tel que nous sommes ici. Mais ce plateau est représentatif, ce plateau, il y a des jeunes. Oui, mais il y a des jeunes, mais d'accord, rectificatif, je peux dire que dans un bureau où on se met à dire, voilà, on va faire ceci pour la jeunesse, mais en réalité, il faut intéresser la jeunesse dans la gestion des questions de la jeunesse. Parce que si la jeunesse elle-même n'est pas intéressée, on ne pourra pas comprendre. Alors, je dirais si cette jeunesse n'est pas impliquée sur les questions qui la concernent, ça sera impossible de trouver des solutions. Ça serait impossible, oui. Pourquoi? Parce que quand aujourd'hui vous responsabilisez la jeunesse est responsable des questions qui minent son environnement, vous allez comprendre que la jeunesse elle-même va prendre conscience. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez décider par exemple sur la jeunesse, vous faites appel aux jeunes. Voilà, quelles sont vos préoccupations? Vous traitez les questions avec les jeunes et non avec un groupe d'individus qui n'est même pas en contact avec Pensez-vous? Oui, mais on le sait. La preuve en est, le pays est là. Il y a des institutions
de la République qui fonctionnent. Mais combien de jeunes qui gèrent les institutions de la République? Très bien, moi je pense que... Il n'y en a pas. Mais excusez-moi, je vais y arriver. Prenons un exemple. Nous avons un gouvernement. Il y a combien de jeunes? Mais est-ce que c'est un problème pour l'efficacité de l'action gouvernementale? Il faudrait que les jeunes soient là, ou encore les résultats carrément. On ne peut pas aujourd'hui. Ou encore c'est une question de bonne gouvernance carrément. Mais je vais dire qu'on n'implique pas aussi toute la jeunesse. Parce que aujourd'hui, nous avons une jeunesse aujourd'hui qui est en perte de beaucoup de choses. On peut dire de la dépravation de mœurs. Vous voyez, il y a une catégorie, pas tout le monde, parce que Machiavel le dit, plutôt Aristote le dit, le désir de connaître est naturel. Mais Machiavel le dit également, tout le monde veut gouverner, mais tout le monde n'est pas appelé à gouverner. Donc, ça veut dire que on doit faire appel à une catégorie de jeunesse, de jeunes plutôt capables de faire quelque chose. Parce que, voilà, on a des jeunes, par exemple, qui ont été à l'école, qui ont été formés. Ce sont ces jeunes-là qu'il faut intéresser aux questions de la jeunesse. Je vais reformuler. Attendez, je vous passe la parole tout à l'heure. Pour reformuler votre question, votre pensée, pour résumer votre pensée, est-ce qu'il n'y a pas de résultat parce que le Congo, au niveau du gouvernement, il n'y a pas assez de jeunes? Les questions de jeunesse ne sont pas gérées par les jeunes eux-mêmes. Non. Je pense qu'il y a les efforts gouvernementaux qui ont toujours été déployés jusqu'ici. Déjà, récemment, je crois, 4 ou 3 jours, le chef de l'État est allé à la première pierre de l'université de Luango. Vous vous rendez compte de cet effort, de l'impact que ce grand projet aura sur la jeunesse congolaise? Une grande université. Est-ce que vous pensez c'est un retard que le Congo est en train de rattraper, le fait aujourd'hui? Oui. En course avec quelqu'un. Je pense pas. En course en termes de développement, vous pensez que le Congo ne devrait pas se mettre en compétition en fonction avec les autres nations? Mais vous le comparez à quelle nation, par exemple? Vous savez, il a fallu combien d'années à la France pour être ce qu'elle est aujourd'hui? Voilà. Nous sommes en 2024. Le Congo essaie d'évoluer à son rythme. Je pense qu'il n'est pas en compétition avec qui que ce soit. Je pense que moi, ce que je veux bien, que nous essayons de changer notre regard. Mais en termes de gouvernance, c'est vrai qu'en termes de gouvernance politique, qu'est-ce que vous attendez particulièrement? C'est vrai que vous êtes un parti membre de la majorité présidentielle, mais jeune aussi, vous dirigez la jeunesse de votre formation politique. Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Si hier, les questions de la jeunesse ont été prises seulement sur le terme de l'employabilité et tout ceci, mais aujourd'hui, ce que la jeunesse attend du gouvernement, c'est que sa question soit considérée comme une urgence vitale pour la stabilité de notre nation. C'est ça. D'urgence. Que la jeunesse soit au centre, au cœur même des préoccupations de la gestion de la chose publique. Alors, madame, vous comprenez avec moi que le frère est en train de revenir sur ce que je venais de dire tantôt. Le gouvernement n'a pas la volonté. Ou bien, on peut dire, ceux qui sont à la gestion plutôt du pays n'arrivent pas. Donc, vous voulez dire que ce gouvernement n'a pas de volonté de faire développer le Congo? Mais dans certains points, oui. Le président a décrété, par exemple, l'année de la jeunesse. Il y a un gouvernement, mais qu'est-ce que le gouvernement l'a fait? Le gouvernement s'est limité seulement à proposer, mais il faut aller en contact avec la jeunesse, aller consulter les jeunes, prendre les jeunes et les mettre en... Mais vous, au niveau de la chaîne, justement au niveau... Alors, Kevin Akene-Peya, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous proposez? Parce que vous, en tant que parti politique, vous retrouvez l'opposition parlementaire. Qu'est-ce que vous proposez pour que cette année de la jeunesse bénéficie concrètement à cette jeunesse? Très bien, merci madame. Que l'année de la jeunesse soit effective, je pense que le gouvernement doit premièrement résoudre le problème de l'employabilité des jeunes. C'est-à-dire aujourd'hui, les jeunes ont étudié, mais ils ne sont pas intégrés à la fonction publique ou bien dans les sociétés au courant, parce qu'il n'est pas appelé que tout le monde travaille au niveau de la fonction publique. Et en dehors de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revoir
plutôt le système éducatif, parce qu'aujourd'hui aussi, il faut le reconnaître que la jeunesse est en perte de beaucoup de choses. Vous avez, par exemple, on assiste aujourd'hui, par exemple, des actes de vandalisme comme surnommé Koulona, bébé noir, tout ça, parce que il y a quelque part aussi le manque de suivi. Si aujourd'hui, on peut, par exemple, faire à ce que l'enseignement, par exemple, de l'éducation civique et morale, soit à partir de la classe de CP1 jusqu'au lycée, par exemple, ça pourrait peut-être aider. Éducation. On se rappelle, dans les années passées, il y avait le loi des pionniers. Aujourd'hui, si on peut remettre ça sur le terrain, vous allez constater que les jeunes vont cesser parfois de pratiquer les actes qui sont répréhensibles par la loi. Vous voyez, en dehors de cela, il y a aussi les parents qui doivent prendre leurs responsabilités en main pour accompagner le gouvernement dans la politique de réaliser plutôt l'année de la jeunesse. C'est-à-dire accompagner dans quel sens? Aujourd'hui, on assiste au niveau des familles, il y a la crise d'autorité parentale. Les parents ont perdu leur autorité. Et comment l'État pourra-t-il construire cette autorité? S'immiscer au sein des familles pour aller construire cette autorité? Non, on peut avoir une politique dans le sens où on crée des centres, par exemple, de réinsertion des jeunes en éducation civique et morale, parce qu'ils accompagnent. Et les parents également ont fait des sondages où on peut sélectionner quels sont les jeunes qui sont en perte de mœurs ou bien qui pratiquent ces actes. Alors on les ramène dans ces centres de réinsertion. Et dans ces centres, il faudrait qu'ils apprennent au moins un métier. Ce n'est pas amener seulement, ils sont là dans un centre, mais sans un métier. Ça serait pas bien. Parce qu'aujourd'hui, on peut, même si mon frère disait qu'on n'est pas en compétition, on peut prendre l'exemple de la RDC. On a recruté les jeunes Koulona, on a emmené dans un centre pour rééduquer, et ils ont appris quelque chose, et après ils deviennent autonomes. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un jeune qui a par exemple un métier, il a aussi la possibilité d'exercer son métier librement, vous allez constater que certains actes vont cesser. Voyez, donc les jeunes ne vont plus trop pratiquer cela parce que ils ont quand même une source de revenus. Voyez, ils ont quand même une unité de production qui leur permet, par exemple, d'assurer leurs responsabilités ou bien de répondre à leurs besoins. Donc, en dehors de ça, il faut aussi revoir également plutôt tel que je l'ai dit, l'éducation, bien sûr, mais il faut revoir aussi la politique de recrutement de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, on recrute les jeunes en tenant compte des affinités. Voyez? Or, si il y a la transparence au niveau de l'employabilité, il n'y aura pas. Vous parlez du recrutement où? Dans le secteur privé ou encore au privé, que ça soit, surtout même à la fonction publique. Vous voyez? Je prends un exemple. Au niveau de l'enseignement, par exemple, il y a des jeunes qui ont appris, ils ont étudié, mais depuis qu'ils sont là, ils ne sont pas recrutés. Vous voyez, c'est le problème. Transparence. Quand il s'agit de recruter, il n'y a pas la transparence. Il y a des partis, je prends l'exemple, des partis de la majorité qui envoient même des dossiers pour qu'on recrute les jeunes. Ben oui, ça se fait. Envoient. Ça se fait, ou les partis de la majorité ont maintenant des quotas. Des quotas. La transparence. C'est un bon agent de renseignement. Au lieu de laisser la responsabilité du recrutement au ministère et faire d'une manière. Au ministère aussi, il faudrait que ça soit transparent parce qu'au niveau du ministère aussi, il y a parfois ce qui ne cadre pas. Il y a des pratiques où on recrute par appartenance politique ou on peut dire par appartenance du département. Vous voyez, on peut dire bon, c'est un petit du coin, en fait, voilà. Donc, le coincisme gagne le terrain, le départementalisme gagne aussi le terrain. Et qu'est-ce qu'on fait? On perd les bonnes choses. Vous voyez, la qualité morale n'est plus et la méritocratie a cédé la place à la médiocrité. Et au lieu de recruter, par exemple,
un jeune qui était bien formé, soit à l'ENI ou à l'EPEMS, mais on préfère prendre un anarchiste. Ouais, donc c'est dans ce sens-là, si on essaie un peu de cesser cela et recruter les jeunes. Voilà, donc il parle, en gros, il parle de la transparence dans la gestion de la chose publique. Voilà. Bon, madame, mais aujourd'hui, ce que le gouvernement propose à la jeunesse, c'est le numérique. Les temps ont changé. C'est comme un vieux discours de l'opposition. Ça a toujours été ainsi. Et quand il s'agit de proposer, je lis en quelque sorte une faiblesse, une légèreté dans les propositions. Ils ne font que critiquer, ne proposent rien. Oui, très bien, justement. Oh, mais non, ne dites pas très bien. Moi, je vous relance. Ah, très bien. Ok, justement, c'est cela, c'est pas vous qui dites, c'est moi qui l'ai dit, ce sont mes propos, je les assume. Voyez-vous, quand ils proposent, c'est, voyez ces propositions, ils veulent nous ramener à l'époque coloniale, il faut avoir des lieux de connaître, ou qui était à l'époque de Mono, nous sommes dans c'est le Mono, mon cher ami, parti unique. Ah, mais attendez qu'il développe. Aujourd'hui, supporter le changement, je vous dirais de vous actualiser. Aujourd'hui, ce que le gouvernement propose à la jeunesse, c'est le numérique. On voit des conférences déjà. Donc, hormis ces efforts-là, vous verrez même que là, on vous a mis en place un organe qui est le CCJ. Mais justement, c'est un organe qui est comme une sorte de passerelle entre le gouvernement et la jeunesse. Alors, combien de jeunes de l'opposition ont participé à ce forum pour émettre leurs propositions? C'est-à-dire l'Assemblée générale? L'Assemblée générale, ben oui, ils sont ouverts, ils reçoivent tout le monde. Il faut être réaliste. Ben, mon frère, ils reçoivent tout le monde. Non, et ça, je ne peux pas permettre je peux pas permettre que quelque chose passe comme ça. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui est dans la gestion de l'État, alors, demande à ce que l'opposition lui fasse des propositions pour gérer. Alors, si vous n'arrivez pas à céder la place à l'opposition, que l'opposition... Oh, mais est-ce qu'on cède la place ou encore c'est à l'opposition de conquérir cette place-là? Alors, céder la place dans quel sens? C'est-à-dire, ça prouve les limites. Vous n'arrivez plus. Vous n'arrivez plus. Alors, tenez voir ce que je dis. L'opposition n'est pas dans les critiques. C'est moi qui avais la parole. On ne peut pas évoluer sans critique. Mais les critiques permettent à ce que vous redressez votre manière de faire les choses. Vous avez vu votre posture. Quand vous ne restez pas sur ce peu, cher frère, parce que moi je peux pas permettre à ce que quelque chose soit mal prononcé. Ah non, si c'est pas de mal regard, dans quel sens? C'est-à-dire, je ne peux pas permettre à ce que cette erreur soit diffusée comme ça. Mon frère, dans le sens mais on assiste à une légèreté au niveau de l'opposition dans la proposition. Vous avez parlé du numérique. Aujourd'hui, vous parlez du numérique. Il y a combien de centres de formation numérique? Mais on change pas un État pour un coup de baguette magique. Donc, on n'aura pas un État parfait par un coup de baguette magique. Je demande à ce que on supportez que je vous parle. Les lois de Pieuzi. Merci. Accompagner. Parce que même dans le numérique, c'est ça le problème. Même dans le numérique, il y a une manière. Justement. Voyez, madame, même dans le numérique. Mais s'il vous plaît, Kevin Akenepea, s'il vous plaît, c'est lui qui avait la parole. Les yeux sont tellement... C'est quoi le problème de l'opposition? Ils ont quel problème? Ils n'écoutent pas. Voilà, c'est ça. Ils sont tellement bornés, violés. Non, oui, permettez-moi, si ça vous fait rire, on n'est pas en concours de la petite blague. C'est cela. J'essaie, vous voyez, mais il me perturbe là quand je prends la parole. Mais je vous rends oui. Voyez-vous, c'est cela. Mais la transparence, qu'en est-il de la transparence dans la gestion, le recrutement, qu'on ne recrute pas par affinité, qu'on ne recrute pas par régionalisme, qu'on recrute les talents, les cerveaux, la compétence? Ça, c'est une vieille discussion. Vous pensez que ce n'est plus d'actualité? Ce n'est pas d'actualité. S'il vous plaît. Ce n'est pas d'actualité. S'il vous plaît. Ce n'est pas d'actualité. Mais moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce que lui comprend par l'expression la transparence de la gestion de la chose publique. Moi, jusqu'alors, je ne comprends pas. Parce que moi, je sais, c'est qu'il y a une transparence dans la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, le Conseil consultatif de la jeunesse est bel et bien représentatif. Voyez-vous, il y a les jeunes de l'opposition, de la majorité qui s'y retrouvent. Et il y a un travail qui se fait en ce sens-là. Mais si nous n'arrivons pas à voir ces efforts-là, mon cher ami, j'ai bien peur que nous ne puissions pas nous développer dans deux matins. Je vais faire le sur place, on va partager comme ça. Parce que les efforts consentis jusqu'ici, vous n'arrivez pas à les observer. Et moi ici, je suis pas dans une position de guerre avec l'opposition. D'ailleurs, c'est pas mon combat, c'est pas ma guerre, voyez-vous. Mais seulement, je vais vous faire comprendre que quand vous critiquez. C'est la critique pour la critique. Et c'est de l'agitation. Et quand on vous attend dans les propositions, vous êtes trop légère. Tu viens nous proposer ici, vous voulez qu'on revienne dans le temps de pionniers, qu'il y ait incarné Non, mais tout ça, c'est révolu. Aujourd'hui, on a d'autres préoccupations que le gouvernement est en train de mettre en place, qui forcément
va C'est arriver. encore un processus que... Le développement a toujours été un processus. Même en France, même aux États-Unis, partout, c'est toujours un processus. Mais le Congo, vous parlez des États-Unis, vous parlez de la France, c'est pas le même niveau de développement que le Congo actuellement. Écoutez, mais ici, c'est la grande puissance qu'on va tous. C'est-à-dire pour certains, ils pensent que il faut, quand on veut parler du développement, il faut arrimer le Congo en France, il faut arrimer le Congo aux États-Unis, partout. Moi, je parle de développement. Mais même s'il faut faire allusion à ces grands États, c'est toujours un processus. Ils parlent qu'ils sont toujours en processus de développement. Mais nous également ici. Moi seulement ce que je veux, c'est que aujourd'hui, la question de la jeunesse soit traitée de manière urgente, vitale pour la stabilité de notre pays. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin de la jeunesse de l'opposition. Mais le Congo a été toujours composé des jeunes. Vous pensez que c'est pas un peu trop tard? C'est vrai qu'on consacre toute une année, mais le Congo a toujours été un pays des jeunes. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Pensez-vous quand monsieur, bon, je vais pas citer les noms des gens ici. Bon, je le prends. Vous faites bien. Oui. Qui? Vous pas citer. Quand monsieur allait à Kuala, il passe ministre, il avait quel âge à son époque? Il n'était pas jeune. Voyez-vous, on a toujours été jeune et on vit, et puis c'est toujours comme ça. Donc, depuis toujours, la jeunesse a toujours été représentée. Mais aujourd'hui, on pense mais au niveau, est-ce que la représentativité, parce qu'en politique, vous voulez aussi, pour que la voix de la jeunesse soit entendue, il faudrait que cette jeunesse soit représentée à des postes de prise de décision. Tout à fait. Aujourd'hui, l'écoute, on s'attend à des écoutes aujourd'hui de la part du gouvernement. Une écoute politique, une écoute sociale. Dans le volet politique, on veut que la jeunesse soit aujourd'hui représentative dans les postes de responsabilité. Mais déjà, si vous avez un organe de jeunesse, c'est géré par un jeune. Chris Kabamboko, c'est un jeune. Il est aussi élu du peuple. Voyez-vous? Il est suppliant du député de Wendy, à ce que je sache. Voyez-vous? Donc, déjà, nous sommes reportés jusqu'ici. Et il faut commencer par saluer cela pour ne pas poser que nous, on fait du surplace et puis on va parler que la jeunesse de la majorité ou de l'opposition. Je veux pas que nous restons dans cette configuration. Moi, je compare de la jeunesse du Congo. Mais vous représentez, que ce soit la majorité ou encore l'opposition, vous représentez la jeunesse du Congo. Bien sûr que si. C'est ça. Ça nous attend en réalité. Donc, moi, je veux pas que nous ayons cette configuration d'échange comme si c'était un débat l'opposition-majorité, mais nous parlons ici de la jeunesse. Donc, monsieur, gardez votre posture d'opposant. Moi, je garderai la mienne. Et ce sont nos aspirations qui sont contradictoires et ça fait pas l'objet ou office d'un combat. Et ce qui est vrai, il faut retenir que la complicité de la contradiction, des contradictions fait à ce que la vérité. Mais au niveau de la représentativité, par exemple, c'est vrai que l'opposition parlementaire, vous n'avez pas de représentants au gouvernement, c'est au Parlement et au niveau des conseils. Comment vous voulez que cette représentativité, comment vous la jugez? Est-ce que la jeunesse prend part active à la gestion du pays, ou encore c'est une jeunesse qui reste dans l'accompagnement, juste, qui s'occupe, qui se contente des miettes? Ben oui, c'est ce qu'il faut dire. Il faut retenir que quand mon frère disait ici que la jeunesse est bien représentée, en prenant l'exemple du conseil consultatif de la jeunesse, vous voyez, quand vous prononcez même le titre de l'organe, on dit quoi? Conseil consultatif. Et je m'arrête seulement au mot consultatif. Vous voyez les limites. C'est juste un organe consultatif qui n'a pas de décision. Vous voyez? Or, si la jeunesse avait le pouvoir de décider aussi sur les questions qui minent son environnement, vous allez comprendre que ça va aussi booster les choses et changer. Tout à l'heure, vous êtes revenu sur ce que moi je disais, mais d'une autre manière, si vous l'avez suivi très attentivement, s'il faut dire. Vous avez pris l'exemple de Akola qui était arrivé au gouvernement très jeune. Oui, mais pourquoi pas aujourd'hui faire aussi autant? Pourtant, aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont étudié, qui peuvent aussi faire des propositions. Alors, il ne faut pas donner la mauvaise image à la jeunesse. Parce qu'il semble que le gouvernement ne fait que minimiser la jeunesse en disant peut-être que la jeunesse n'est pas instruite. Attention, il y a la jeunesse congolaise est bien instruite. Oui. Je prends dans quel sens? Est-ce que d'abord, je vais vous poser une question. Non. Est-ce que cette jeunesse d'abord, s'il faut la responsabilité, je ne suis pas votre élève pour que vous me questionnez. Non, mais vous l'avez eu tout à l'heure, cette posture de pédagogue, je vous ai supporté.
Je ne vous suis ai pas votre supporté. élève. Donc, c'est qu'il faut. Je vous ai essayer. Soyez tolérant, hein, soyez tolérant Voilà, dans le très débat. bien. Soyez tolérant. Ok. Je dis, est-ce que cette jeunesse-là aussi est d'abord prête? Oh. Donc, Je vais- Donc, mais vous attendez, n'êtes pas non, attendez, n'inversez pas, restez, gardez votre posture, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Non, venez. s'il vous plaît, je vous retire la parole. Madame. Gardez votre posture, Oui, je suis évidemment, là. Vous n'êtes pas position d'invité et laissez-moi l'arbitre D'accord. du Ok, débat. merci. Alors, comment vous pouvez dire, c'est vrai que, mais pourquoi vous êtes là en politique si vous n'êtes pas prêt? Voilà. Effectivement, je pense que ce qu'il nous faut actuellement, présentement, cette jeunesse, c'est une préparation et une formation. C'est cela, madame. Ça paraît un peu pataquès quand je dis des choses comme ça. On C'est prépare une réalité. S'il vous plaît, s'il vous plaît, oui, Camargo, s'il vous plaît, écoutez l'autre. Soyez professeur, un professeur, il écoute. Voilà. Madame, la jeunesse a été responsabilisée dans les postes de Vous pensez responsabilité. que cette jeunesse Mais n'est pas qu'est-ce qu'elle en a suffisamment fait? prête, Oui. suffisamment formée pour prendre la relève? Voilà pourquoi elle doit rester dans l'accompagnement, dans Il faut l'encadrement. sortir de cette configuration, de cette espèce de bras de fer qu'il y a entre la classe politique actuelle et les vieux, et cette guerre intergénérationnelle là, qu'il faut lutter contre, parce que je pense que moi, c'est mon point de vue en tout cas, je le sûr. prends comme ça, la jeunesse n'est pas encore suffisamment formée, elle n'est pas encore prête. Tout ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une préparation et une formation. Alors aujourd'hui, s'il faut dire que, s'il faut traiter les questions de la jeunesse, il faut la représenter, mais la jeunesse a toujours été représentée. Et des jeunes ministres, le gouvernement peut-être, comme on l'appelle. Mais donc en politique, qu'est-ce que vous faites justement? Parce que dire que le pays a toujours été dirigé par les jeunes, vous l'avez déjà dit. Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, au niveau de PDC, de la jeunesse de PDC, pour préparer cette jeunesse-là? Nous assurer- considérons comme Oui. l'unique richesse dont le Congo dispose et qui n'a pas encore exploité, qui va exploiter. Donc il faut... Donc, pour l'instant, ce qu'il faut faire, c'est de clarifier d'abord les enjeux du débat, clarifier les enjeux sociopolitiques, socio-économiques et ensuite s'engager. Donc le débat n'est pas que je sois ministre ou député pour l'instant, parce qu'il y a eu ceux-là qui ont été ministres, comme moi, plus jeunes que moi, peut-être jeunes comme eux, un peu plus âgés, mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Quand vous êtes Alors, arrivé en politique, pourquoi votre engagement politique Très alors? bien, je me suis engagé en politique parce que je pense que je dois participer à l'effort de construction de cette société qui est vue demain. Et Mais si vous n'occupez pas les postes, si vous n'occupez pas les postes, vous pensez, vous n'êtes pas à l'Assemblée, si vous n'êtes pas dans les conseils, est-ce que ça sera Madame, possible pour vous d'influencer l'avenir du pays? Tout à fait. La gestion ou les prises de postes de responsabilité, donc pour nous, la jeunesse n'est pas une promesse. C'est une réalité qui nous attend demain. D'une manière ou d'une autre, nous allons gérer. Ça, on doit s'assumer. Donc, il faut être patient. Bien La sûr. jeunesse doit Mais être je pense patiente. qu'elle doit être formée. Parce qu'on a fait confiance autrefois. Et les conséquences, nous en savons mieux. Je n'ai pas envie de détailler les noms des gens ici et ce qu'ils ont fait comme bavure, les patouches qu'ils ont fait. On en a pris conscience. Et je pense que ce qui est nécessaire pour l'instant, c'est de préparer la jeunesse, la former. Déjà, aujourd'hui, on va décréter toute une année pour elle. Mais moi, je ne parle pas de l'emploi. Moi, je parle de est-ce que cette jeunesse doit avoir une prise de conscience? Est-ce qu'elle comprend mais c'est à vous, mais c'est justement, est-ce que c'est le travail de conscientisation lorsque vous, les militants notamment, lorsque vous les réunissez, est-ce que vous faites ce travail de conscientisation? Déjà, quand je m'invite à cœur joie dans votre plateau, c'est pour passer enfin un message à cette jeunesse. Et c'est pour leur dire qu'ils ne sont pas encore prêts. Non, il faudrait qu'ils attendent. Mais écoutez, madame, ne me faites pas le dire dans ce sens-là. Oui. Ne me faites pas dire dans ce sens-là. J'ai dit, cette jeunesse, pour l'instant, elle a besoin d'une formation et d'une préparation. C'est ça mon discours. Parce que hier, elle a été responsabilisée, on en connaît. Mais aujourd'hui, on change de paradigme, on change de mécanisme pour l'arrimer aux attentes de la République. Et si, il ne s'agit pas aussi seulement de parler des attentes de la jeunesse vis-à-vis du gouvernement, mais qu'est-ce que la République également attend de cette jeunesse? Donc, quand un groupe de jeunes prétendus être les élèves vont profaner un symbole de la République qui est le drapeau, et ça, on va dire que bon, c'est pas encore un problème, il faut leur trouver de l'emploi. Mais vous pensez pas que... Sur ce point... Oui, ce sont des questions graves. Ce sont des questions graves et importantes qu'il faut aborder le tac. Kabamongo, excusez-moi. Ne violez pas mon nom. Oui, bon. Kamongo. Kamongo. Oui. Vous comprenez avec moi que vous... Non, je reviendrai avec vous. Vous allez comprendre que vous-même, vous êtes un peu contradictoire dans vos propos. Pourquoi? Contradictoire, pourquoi? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous n'êtes pas encore prêt.
Mais ça, c'est peut-être vous, mais la jeunesse congolaise est prête. La jeunesse congolaise est prête. Pourquoi? Parce que la jeunesse congolaise est instruite. Il y a au sein de la jeunesse congolaise ceux qui ont été à l'école, qu'ils ont appris, ils sont capables aussi de faire quelque chose. Alors, il ne faut pas peut-être se servir du passé pour aller de l'avant, pour influencer ce qui se passe actuellement. Il y a un écrivain français, je crois Antonin Artaud, qui disait « Les œuvres du passé sont bonnes pour le passé, elles ne sont plus Cher bonnes monsieur, pour nous. » Alors, ne venez pas nous dire ici les choses que nous savons déjà. Dans quel sens je le dis? Oui. Parce que quand vous dites que on a confié autrefois aux jeunes, ils ont peut-être mal géré. Voilà. Pensez-vous que les vieux n'ont pas gâché ce pays? Il n'y a pas seulement les jeunes, il y a aussi ceux que l'on pense. Moi, je n'ai pas de problème avec les vieux, tel que vous pensez. Non, pas du tout. Le problème est que si ceux qui sont là, qui gèrent en complicité avec les jeunes, vous allez voir que les problèmes de la jeunesse seront bien traités. Pourquoi? Parce que entre nous les jeunes, nous nous connaissons par exemple. Vous étiez à l'école, j'étais à l'école, on a peut-être suivi la formation ensemble, on se connaît, on connaît la capacité de chacun. Et quand on travaille en complicité, facilement, on peut aller de l'avant. Donc aujourd'hui, quand vous dites que la jeunesse va peut-être détruire les symboles de la République, moi je dirais que c'est un problème d'éducation. Il faut prendre ça aussi comme un fait social. Il faut prendre ça comme un fait social, chercher à trouver des mécanismes. Et c'est ça justement mettre fin à cela. Si aujourd'hui, c'est ce qui explique justement. Si vous revenez sur ce que je venais de dire, que si l'enseignement de l'éducation civique et morale était jusqu'au niveau secondaire, 2e degré, on ne devait pas assister à cela. Si ces enfants-là connaissaient la valeur des symboles de la République, ils n'auraient pas pu être arrachés. Exactement. Arrêtez-vous là et vous direz qu'à ce moment, la préoccupation, pas d'abord l'emploi. Comment les études. Ils sont en train d'apprendre. Moi, je parle, ceux qui cherchent l'emploi, il faut comprendre les choses. Est-ce que quelqu'un qui est sur le banc de l'école cherche ça, c'est le vandalisme au milieu scolaire, mais aussi le vandalisme de la cité. Écoutez, frère. Aujourd'hui, ce pas de la vie ne rassure plus. Mon frère, vous pensez qu'un enfant qui est encore en classe de première, qui apprend, a besoin de l'intégration? Quand je parle du recrutement de l'emploi, je parle de ceux qui ont été à l'école. Ils sont formés, ils ont appris, les diplômés. Ils ont les diplômes, mais ils ne sont pas utilisés. C'est dans ce sens. Alors ne prenez pas l'exemple d'un élève, on dit bien élève. Parce que je sais qu'aujourd'hui, le gouvernement pense traiter au mieux les questions de la jeunesse qu'avant. Si bien qu'il a dédié toute une année à cette jeunesse. Mais quitte à nous de comprendre que qui dit année de la jeunesse, c'est pas seulement l'emploi. Et c'est aussi nous aussi on doit prendre conscience. Et cette prise de conscience est liée à quoi? On doit demander également auprès du gouvernement qu'il nous soit formés et préparés. Parce que la gestion de ce pays, d'une manière ou d'une autre, nous allons gérer. Donc il faudrait que vous soyez patient. Nous, patient, c'est trop même le mot exagéré. Tout ce que nous devons faire, c'est être préparés et formés. C'est tout ce que nous pouvons demander. Ça paraît très modeste comme demande, mais c'est cela. Donc, l'État doit maximiser les mécanismes qui ont trait à l'éducation, à la formation, à la préparation. C'est tout ça ce qui nous préoccupe, nous, la jeunesse. Donc, le débat n'est pas que je sois ministre, que je sois député. Je ne viens pas sur ce plateau pour réclamer un poste. C'est très souvent ça. Et à la fin, quand vous êtes reposant et quand vous êtes responsabilisé, et nous trouvons encore ces mêmes pratiques d'avant chez les autres, et nous sommes en train de patauger, ce qui fait que le Congo n'avance pas, il n'évolue pas. Non, mais parce que vous n'avez pas saisi la quintessence de ma proposition. Quand vous dites qu'on doit revenir à l'élève du pionnier, parce que vous pensez que tout ce moi je vous dis, tiens, je ne suis pas informé. Vous avez aujourd'hui, je vous ai suivi, le chef de l'État va arriver. Mais quel est l'héritage justement? Je veux revenir à vous. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Bien sûr. Et si on peut faire aussi autant, et puis parler, ça serait une bonne chose. Alors, je disais ceci. Le mauvais côté de la majorité qu'on constate, c'est le refus de prendre les propositions de l'opposition. Parce en disant quoi? Que tout ce que propose l'opposition est faux. C'est donc peut-être dans ce sens. Parce que quand je parle, suivez-moi avec beaucoup d'attention, je vous en prie. Parce que quand je parle
de l'enseignement, par exemple, de l'éducation civique et morale, même au niveau du numérique. S'il n'y a pas de lois et principes, on peut assister à beaucoup de choses. Je suis Des d'accord. informations telles qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on publie n'importe quoi. Mais s'il y a une loi, Tout à fait. s'il y a une loi, disons, de recadrement, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on propose. Donc, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, si quelque chose dans le passé était bénéfique, et si on constate qu'aujourd'hui, cette chose est plutôt, on constate qu'il y a l'importance de cette chose, on peut la ramener. S'il y a une loi qui a été, par exemple, abandonnée, et on constate que la situation actuelle a besoin de cette loi, on peut la ramener à la raison. Donc, ce n'est pas peut-être répartir à l'époque coloniale, non, attention. Mais quand on parle de l'opposition vise la démocratie. Donc, on peut plus parler de la monarchie ou comment. Non, on n'est pas là-bas. Alors, donc, quand l'opposition propose, vous aussi. Mais qu'est-ce que vous proposez? Oui, Écoutez, on est à la fin du plateau. Ne revenez plus sur ce que vous avez déjà dit. Ici, pour que cette année bénéficie et surtout comment vous préparez la jeunesse de votre parti. Oui. Bien, merci madame. Au niveau de la chaîne, par exemple, je dirais que la politique de la gestion des situations des jeunes est en train de se faire. Et vous aussi, vous êtes en train de faire. De faire dans quel sens? Chez nous, c'est pérenne, à chaque instant. Depuis la création de la chaîne, les jeunes de la chaîne sont toujours formés et orientés. Vous voyez, on n'attend pas que le président parle, ou bien on n'attend pas les instructions venant d'ailleurs ou copier pour former. Non, la formation au niveau de la chaîne date depuis la création. Donc les jeunes de la chaîne sont bien formés, ils sont prêts. Ils ne sont pas comme à l'opposition, à la majorité où ils attendent, ils ne sont pas encore prêts, mais ceux de la chaîne sont prêts, ils ont été bien formés, ils sont capables aujourd'hui de donner leur point de vue. Alors quand je parle des propositions. Ici, j'ai parlé, par exemple, de l'employabilité des jeunes et sensibiliser également la sensibilisation des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, quand le président parle quelque chose, vous allez constater les députés de la majorité, ils sont là dans les ruelles, en train de... Mais pourquoi l'année dédiée à la jeunesse, la sensibilisation, ils n'ont pas pu faire. Donc, mais quel est l'héritage, justement, que vous attendez? Ça prouve que la majorité est limitée, n'arrive plus à accompagner leur leader. On est à la fin du plateau. D'accord. On est à la fin. À la fin. Oui. C'est la même question. Oh non, vous avez déjà conclu. Quel est l'héritage que vous attendez que le président puisse léguer à cette jeunesse? Très bien. Je pense au niveau politique. Ce que la jeunesse attend du chef de l'État, c'est son expérience. Voyez-vous? Parce qu'ici, il n'y a pas de président de l'opposition et de la majorité. Il n'y a pas une jeunesse de l'opposition et de la majorité. Il y a une décision pour la jeunesse du Congo. Et je pense qu'en ce sens-là, nous devons cesser de voir les choses de manière... Donc, l'héritage, c'est au niveau de son expérience, qui doit vous léguer. On a besoin de son expérience. En termes de développement, rien. Ben, je me sentirais un peu lésé. Consolidation des institutions, rien. Oui. Je me sentirais très lésé si j'entends de vous, j'entends de l'opposition par l'entremise de vous que mais non. le développement n'est pas palpable. Non. Je vous pose la question en tant que journaliste. Je suis journaliste, je ne suis pas l'opposition. C'est la volonté de mon frère en face. Non. Merci. Donc, vous attendez son héritage, c'est l'expérience qui doit vous léguer. Pour l'instant. Alors, merci. C'est ce qu'on va retenir. C'est votre mot de la fin. Merci beaucoup. Médard Kamongo, président de la jeunesse développement communautaire, parti développement communautaire, et à vous également, Kevin Akene Peya, président jeunesse chaîne, d'avoir pris part à ce plateau consacré à l'année 2024 dédié à la jeunesse, notamment les attentes en politique. Merci à vous pour votre attention. Merci à la réalisation. Ces plateaux s'inscrivent dans une série de plateaux. Nous allons consacrer d'autres plateaux sur cette thématique pour entendre les attentes des différentes d'autres catégories socio-professionnelles.
Voilà, alors merci à vous deux d'avoir pris part à ce plateau. Kevin Akene Peya, président de la jeunesse de la chaîne, et à vous, Slash Médard Kamongo, président de la jeunesse, parti développement communautaire, parti affilié à la majorité présidentielle, d'avoir pris part à ce plateau consacré à l'année 2024 dédié à la jeunesse. Dans le cadre justement de cette année, nous consacrons une série de plateaux où nous accordons la parole aux différentes couches socio-professionnelles pour écouter leurs attentes, qu'est-ce qu'ils veulent concrètement que cela se fasse concernant cette année. Merci à vous pour votre attention, merci à la réalisation. Excellent début de semaine, on se retrouve le mercredi pour un nouveau talk. Au revoir.